Ils ont également compris les raisons réelles de cette instabilité dans l'est de la RDC. C'était dit jusque-là, mais ce n'était pas écouté. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Il ne s'agit pas de stigmatiser le président Paul Kagame, que nous avons tous présenté depuis quelques années comme un dirigeant modèle, visionnaire pour son pays. Personne de raisonnable ne peut mettre en doute son amour, son dévouement pour son pays. C'est un fait, il l'aime et avec passion. Mais cet amour ne peut se faire au détriment d'un pays voisin. Sinon, ça s'apparente à une tentative de colonisation. C'est exactement ce que l'on reproche aux grandes puissances occidentales qui arrivent, divisent, qui déstabilisent pour mieux asseoir leur suprématie et confisquer les richesses. Je me refuse de penser que celui qui prône le renouveau africain, l'unité africaine, qui promeut la ZLECAf, la zone de libre-échange africain, soit le même qui déstabilise le pays qui pourrait être le moteur de développement du continent, même s'il y tire une partie importante des revenus qui permettent de développer son pays qu'il dirige comme on mène une armée. Il y a là comme une contradiction. Oui, le Rwanda a besoin des richesses du Congo, mais il doit négocier en toute intelligence avec son grand voisin. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que la communauté internationale semble sortir de son hypocrisie, maintenant que les grandes nations, devant l'incurie, devant la cruauté d'un homme, décident de reconnaître la vérité, acceptent de reconnaître son tort, que fait-on? Comment expliquer à ces damnés de la terre, ballottés, trimballés de lieu en lieu depuis une trentaine d'années, que l'on ne savait pas? Les Congolais n'ont pas cessé de le dire, même si beaucoup de médias ont pris, pendant tant d'années, le parti du Rwanda. L'agresseur est dénoncé. Il s'est toujours caché derrière ces supplétifs de M23. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Kagame qui fait la guerre au Congo. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne suffit pas de dénoncer et de s'arrêter là. Il faut aujourd'hui, après avoir reconnu Kagame comme animateur d'un régime agresseur, que des sanctions lui soient imposées par la communauté internationale. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut les contraindre à stopper net tout ce qu'il est en train de faire dans notre pays. En effet, cette reconnaissance de la culpabilité du Rwanda par la communauté internationale ne doit pas se limiter à des déclarations de bonnes intentions. Elle ne doit pas s'arrêter à cette courte période que nous vivons. Elle implique beaucoup d'autres choses. Elle contraint ces organisations, ces institutions internationales et ces puissances à reconnaître le génocide qui s'est perpétré dans cette région de l'Est du Congo depuis 1998. Depuis la montée de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila, dirigé par le Rwanda et l'Ouganda sur Kinshasa. Plus Kabila sur son téléphone satellite, il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa.
Il m'a dit, tu es sûr? Je lui ai dit, tout est fini, tu peux venir. Il répétait, tu es sûr, tu es certain? J'ai compris qu'il était dans sa maison de Lumumbashi et qu'il sautait au cou du lieutenant-colonel Morokori. Il l'a même fait tomber par terre. J'entendais Morokori appeler à l'aide parce que Kabila l'étouffait. Vous imaginez Kabila par terre écrasant Morokori de tout son poids? Il avait du mal à respirer. Kabila hurlait « Je suis le chef, j'ai le pouvoir. Je suis le président du Congo. Je suis tout. » C'est vraiment une période France. On a perdu beaucoup de membres de la famille. Il y a un village appelé Mosekera, dans lequel je suis né. Alors, on a exterminé tous ces villages. Tout le monde, on les a exterminés. Les membres de la famille, on les a exterminés. Et je ne reste que moi avec la maman qui est restée seulement. Les organisations internationales, mais surtout les Nations Unies, dans les différents rapports, parlent de 6 à 10 millions de personnes victimes de la vendetta rwandaise, des crimes des groupes armés soutenus par Kigali et ses alliés dans cette région. Qui pour répondre de tous ces crimes? Les anciens alliés de Kigali le dénonçaient déjà dès leur rupture avec le Rwanda. On se souvient ces propos du président Laurent Désiré Kabila, qui avait bénéficié de leur soutien financier et militaire pour accéder aux affaires en 1998. Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Ce qui importe, c'est que désormais, l'argument de la protection des minorités, Tutsis de l'Est du Congo, vole en éclats. À RDC, on compte plus de 450 ethnies, dont une centaine de minorités. Imaginez le prix à payer si elles devaient toutes se mettre en guerre pour réclamer un traitement spécial ou pour se protéger. Dans ce cas, le Congo n'existerait tout simplement plus. De quoi sont réellement coupables ces populations pour mériter un tel sort? Quel est donc ce crime inexpiable qu'ils ont commis pour être ainsi oubliés, abandonnés du monde entier, pour errer d'un enfer à un autre de façon cyclique depuis des décennies, pour être laissés en pâture aux bandits, aux groupes armés et barbares qui écument leur région? Au moment où la planète entière vit au rythme de la guerre en Ukraine, où chacune des grandes puissances joue sur tous les tableaux pour convaincre le reste du monde de soutenir les pauvres Ukrainiens attaqués par le barbare russe, comment humainement, rationnellement, leur expliquer à eux qu'ils doivent être du côté de la victime ukrainienne? Et eux alors, ne sont-ils pas des humains? Ne méritent-ils pas l'attention, l'intérêt du reste de la planète? Sont-ils faits pour être des victimes, pour souffrir de la folie des autres? Quelle crédibilité accorder aux grands discours sur le bien et le mal, sur la justice internationale distillée à longueur d'année, sur les antennes, sur les médias internationaux? Aujourd'hui, avec cette décision du Conseil de sécurité de sanctionner le Rwanda dans son soutien au M23, ou du moins de reconnaître son implication dans cette déstabilisation, se pose une réelle question de logique. Si la RDC est envahie par un voisin, qu'attend donc la communauté internationale pour avoir la même réaction militaire que dans le cas de l'Ukraine? Qu'attendent donc les grandes nations pour déployer une action militaire proportionnelle au drame causé par cette situation? Il ne faut pas rêver non plus, les intérêts ne sont pas exactement les mêmes. Mais j'ai la faiblesse de penser que ces grandes nations se trompent, à moins qu'elles fassent un calcul beaucoup plus vicieux, celle d'une RDC instable,